Ok, super. Donc ce que je vais faire là ce soir, c'est une conférence dessinée, c'est-à-dire que je vais dessiner une planche des petits riens qui étaient des travaux autobiographiques que je fais depuis environ 10 ans. C'est des histoires en une page de choses que je vois, que je pense, que j'entends. Souvent c'est pas très intéressant, mais j'aime bien, ça me fait des petits souvenirs. Le but du jeu, c'est pas que je raconte ma vie, c'est un échange en fait. Donc vous êtes un peu loin peut-être, mais n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à me poser des questions. Il n'y a personne d'autre avec moi pour me faire avancer dans la discussion, donc je compte sur vous. Voilà. Donc ce travail autobiographique, en fait j'ai commencé l'autobiographie il y a super longtemps, un peu par hasard, parce que déjà David B à l'époque d'une structure qui s'appelle l'association racontait ses rêves en bande dessinée, Jean-Christophe Menu racontait sa vie en bande dessinée, et comme j'aime bien la bande dessinée sous toutes ses formes, je me suis dit tiens moi aussi je peux faire de la bande dessinée autobiographique. Ok. Et j'ai commencé à faire un livre qui s'appelle Approximativement, où je racontais ma vie quand j'étais à Paris. Après j'ai arrêté pendant à peu près 6-7 ans, puis j'ai recommencé à faire de l'autobiographie sur des formats très courts qui s'appelaient les carnets de bord, où je racontais ma vie mais sans retouche, sans tipex. Et après j'ai encore arrêté et depuis je fais donc les petits riens, donc c'est des carnets comme ça. Ce soir je vais faire que l'ancrage parce que l'aquarelle j'aurai pas le temps, on a 1 heure. Et c'est des petites histoires donc assez simples, mais qui moi à la base me permettaient de juste pouvoir faire de la couleur. Parce que j'ai commencé ma carrière avec un système graphique très simple. J'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu scénariser, raconter des histoires, mais j'avais pas du tout les moyens techniques. Et un jour, en voyant un travail dans un fanzine de quelqu'un qui savait pas du tout dessiner, le dessin était très moche, mais l'histoire était très bien racontée, ça m'avait vraiment intéressé. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit on peut faire de la bande dessinée sans bien dessiner. Il faut juste choper le lecteur à la première case, à la première bulle, et bien écrire, surtout, et l'entraîner comme ça jusqu'à la fin. C'est un conseil que je donne souvent aux jeunes auteurs, c'est de se concentrer sur ce qu'ils vont raconter, plutôt que de faire de l'esbrouf avec du dessin, des effets, etc. C'est pas très important. Donc surtout avoir une situation à la base intéressante, des rapports de personnages intéressants, des caractères intéressants. Et puis après, on tire le fil et puis on voit ce que ça donne. Donc là, c'est une histoire qui est arrivée il y a 1 mois au Festival de Chambéry. Ma femme, qui est coloriste, était absente. Normalement, elle est là. Elle était malade, elle était restée dans sa chambre. Et à côté, ici, il y avait Keramidas, avec qui j'ai fait un album de Mickey et un autre de Donald. Et il a parlé à quelqu'un. Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai tourné la tête. Donc ça, c'est pour l'histoire que je raconte. Par rapport à la bande dessinée, est-ce qu'il y a des jeunes auteurs dans la salle, des très jeunes auteurs, des non professionnels? Oui, non, pas beaucoup, pas vraiment. Donc je ne vais pas vraiment parler de dessin, ça ne vous intéresse pas le dessin, vous préférez que je vous parle de scénario? Oui, n'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide. Les deux, d'accord. Les 3. Donc moi je suis devenu dessinateur par hasard. Simplement parce qu'effectivement j'ai trouvé un système graphique où je pouvais raconter des histoires. Au tout début en fait, je vais utiliser l'autre côté de la feuille. Je faisais des petits personnages comme ça. Donc, en fait je faisais des toutes petites cases, des toutes petites têtes avec un personnage comme ça. Et le même, avec la bouche ouverte,
Et après, je photocopiais les cases, je les agrandissais, et je collais des bulles. Donc il y avait lui qui parlait, et quand il y avait un personnage à côté, ben, il y avait la queue de la bulle qui allait sur le côté de la case. Donc ça j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Et puis j'étais un peu frustré, parce que je tournais un peu en rond. Pourtant, il y a des gens qui m'ont dit que c'était super. Il y a Jean-Pierre Dionnet qui est venu me voir à Angoulême, c'était en 90. Il m'a dit, ce que tu fais, c'est super, c'est vachement bien. Et depuis, je l'ai recroisé, mais il m'a plus jamais dit que c'était bien ce que je faisais. Donc j'imagine que j'ai pas été à l'auteur de ses attentes. Mais moi, je suis quelqu'un de très ludique. J'aime bien m'amuser, j'aime bien apprendre. Et j'ai toujours besoin de challenge. Donc une fois que j'avais fait 1 ou 2 albums sous ce format-là, il fallait que je trouve un autre système pour pouvoir raconter d'autres sortes d'histoires, parce que les dialogues, j'arrivais à bien maîtriser. Et donc j'ai commencé à ce moment-là à me dire, il faut que j'apprenne mieux le dessin. Et c'est comme ça que je me suis dit, faisons un album de 500 pages, par exemple. Et voyons ce que ça donne. Donc improviser un album de 500 pages avec un système de gaufrier. Donc le gaufrier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de cases comme ça. Il peut y en avoir autant que vous voulez, mais donc à chaque fois, donc, je dessine une case, je racontais un truc, je dessine une deuxième case, je racontais un autre truc, etc., etc. Donc ça me permettait de me concentrer vraiment sur l'histoire et pas sur la mise en forme, la mise en scène. Souvent aussi, quand on est jeune, on veut commencer en faisant des trucs de fou, avec des éclatés, des super grandes cases, etc. Mais on se perd un petit peu. Alors, il y en a qui sont doués qui y arrivent. Hein. En tout cas, moi, c'était impossible. Donc cet album s'appelle Lapino et les carottes de Patagonie. Le personnage s'appelle Lapino parce que mon copain Jean-Christophe Menu a un personnage qui s'appelait Lapo. Et pour me moquer de lui, j'ai fait mon personnage qui s'appelait Lapino. Je ne pensais pas une seule seconde que ça allait être un personnage récurrent chez moi, sinon j'aurais sans doute trouvé une autre option. Parce que Lapino, si on le prononce autrement, ça fait Lapinote. Ce qui n'est pas très élégant. Après cet album-là, donc c'est un album, donc 500 pages, ça m'a pris à peu près 1 an pour faire, non plus d'1 an, 1 an et demi pour faire 423 pages. Puis je me suis dit, tiens, à la page 423, ben, c'est bon, je suis au point, je vais faire d'autres choses. Et donc pendant 1 an, j'ai fait d'autres choses. Et des copains de l'association m'ont dit, mais c'est quoi le truc que tu faisais là, pourquoi t'as arrêté? Parce que voilà, mon but c'était pas de le publier, c'était juste d'apprendre à dessiner. Et ils ont commencé à le lire pour voir, et ils m'ont dit que c'était super et qu'il fallait que je finisse. Je dis, je veux bien finir, mais est-ce qu'on peut imprimer un livre de 500 pages? On était en 91, en France en tout cas, ça se faisait pas beaucoup. Et ils m'ont dit, bah oui, on va se débrouiller. Donc j'ai continué l'album, j'ai fini les dernières pages que je faisais, et les premiers cahiers étaient déjà imprimés. Et le bouquin était imprimé à la base, on a fait 1000 exemplaires qui sont partis tranquillement. Maintenant, je crois qu'on en a vendu dans les 23 000, 24 000 en 30 ans. Donc j'ai fait ce truc-là, j'étais content, mais je me suis dit, je m'appuie un peu trop encore sur les dialogues, donc il faut que je fasse d'autres choses. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une bande dessinée muette, avec un personnage, comme ça. Certains connaissent peut-être. C'est la mouche. Donc là tout ça c'est noir, je ne le remplis pas parce que c'est trop long. Oui, je suis très fainéant. On me dit souvent que je suis staccanoviste, que je fais plein de choses, mais en fait je suis très paresseux. Et les vrais paresseux sont des gens efficaces. Ils aiment bien trouver des solutions pour aller vite et pour pouvoir avoir du temps à rien faire derrière. Donc j'ai fait, j'ai fait une histoire dans la revue Lapin, qui est une revue de l'association, de 4 pages avec ce personnage de la mouche. J'en étais assez satisfait. Et il y a un titre pour des Japonais, Kodansha.
qui a vu ces pages-là, qui m'a dit fais ça pour le Japon, Kodansha, je pense que ça peut les intéresser d'avoir des histoires. Donc j'ai dit ah bon, il m'a dit oui. Donc j'ai commencé à faire une histoire. C'était des grandes histoires en 4 pages aussi, je crois, mais il y avait beaucoup plus de le gaufrier, il y avait beaucoup plus de cases. Et ça a été accepté. Donc c'est passé dans une revue qui s'appelait Morning ou Afternoon, je ne sais pas, c'est une revue qui fait comme un beau teint, qui fait à peu près 1000 pages. Et au Japon, dans les revues, il y a des petits tickets à l'intérieur, et les lecteurs renvoient les tickets à l'éditeur en disant l'histoire qui leur a le plus plu, la case qui leur a le plus plu, le dialogue qui leur a le plus plu, etc. Ils reçoivent des dizaines de milliers de réponses et ils en piochent, je ne sais pas, 500 ou 1000, pas plus, au hasard. Et la mouche était arrivée en 7 ou 8e position, ce qui était énorme. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il m'avait dit la mouche, faut pas la faire comme ça. Parce que les Japonais, ça ne va pas leur plaire, la mouche qu'elle soit noire et qu'elle ait des dents un peu pourries comme ça. Donc il faut la faire plus simple. Alors j'ai dit, plus simple comment? Elle me dit, blanche. Ok, je leur dis blanche. Et des yeux. Pas des gros yeux, des petits yeux. Alors je sais pas, des points comme ça, oui. Et la bouche, donc pas de dents. Oui, pas de dents. Donc là, comme ça. Ils me font oui. Et donc après je fais des ailes et je fais des trucs. Et je fais donc vraiment vous voulez ça? Oui. J'ai dit au mec de Kodansha, mais franchement ça va pas, c'est un smiley avec des oreilles et des ailes et tout. Mais non, ils savent ce qu'ils veulent. Donc j'ai fait ce truc là, c'est arrivé en 7 ou 8e position. Ça les a transportés, que ça puisse fonctionner. Et à ce moment-là, au début je faisais ce que je voulais au niveau des histoires. Et ils m'ont dit non, là maintenant, comme ça commence à fonctionner, il faut faire une histoire et à la fin tu fais une grande case. Et le personnage de la mouche rencontre un personnage de mouche féminin, il s'embrasse sur la bouche. Je suis pas de genre très facile hein, dans la vie et dans mon travail, j'aime bien faire exactement ce que je veux. Donc j'ai dit, non, c'est tout pourri comme idée. On dit si, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qui est bien pour le public. On pense que ça plaira à un public féminin, donc il faut faire comme ça. Donc j'ai fait ça. Et je crois que c'est arrivé avant-dernier du sondage suivant. Et donc ils m'ont dit, on arrête, ça marche pas. Et là je dis, c'est très bien, parfait, on arrête. Moi j'ai repris mes pages, je les ai redessinées avec la mouche normale, c'est-à-dire que les dents pourries et toutes noires, et j'ai proposé à un éditeur qui l'a publié. Moins d'1 an après, il y a un producteur qui a fait un dessin animé à la télévision, avec une série télé. C'était pour France 3. Parce que moi j'avais accepté tout ça, je me disais c'est pour le Japon, je vais avoir plein de merchandising, ça va être de la folie, ça va être super. Et en fait ça m'a donné juste comme information, il ne faut pas chercher ailleurs ce qu'on peut avoir chez soi. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se concentrer. Parce que même si ça avait fonctionné, je pense que j'aurais été malheureux d'avoir fait un smiley avec des ailes. Et d'être connu pour ça dans le monde entier. Ça aurait été la grosse honte. C'est souvent ce que je dis aussi aux jeunes auteurs, c'est que faut pas chercher forcément le succès à tout prix. C'est-à-dire que si vous travestissez ce que vous voulez faire vraiment, c'est-à-dire que si vous allez vers quelque chose que vous pensez être bankable, il va se passer quoi? Il va se passer, soit ça marche pas, donc vous aurez fait un truc pourri qui vous plaît pas et ça n'a pas marché, soit vous avez fait un truc pourri mais qui marche et vous allez être coincé avec toute votre vie. Donc à la limite, il vaut mieux faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Comme ça, au pire, ça marchera pas, mais vous serez fait plaisir. Et puis au mieux, ça vous plaira et ça plaira au public. Mais ça, c'est dans l'idéal. Hein. En fait, si on regarde le nombre d'auteurs qui gagnent leur vie en bande dessinée, il y a quoi je crois qu'on doit être dans les 2000 auteurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes. Et je ne crois pas qu'il y en ait plus de 200 qui gagnent vraiment leur vie en faisant que de la bande dessinée. La plupart des auteurs font autre chose à côté. Donc c'est pas un métier vers lequel j'aurais tendance à envoyer mes propres enfants.
Je leur dirais, soyez plutôt comptable ou banquier. Donc j'ai fait la mouche, et après ça me plaisait bien, mais je voulais faire d'autres choses, et c'est là que j'ai commencé à essayer de faire des grands albums avec le personnage de Lapino. J'ai été voir tous les éditeurs, et tous les éditeurs m'ont dit que c'était intéressant, mais ce dessin animalier et minimaliste, c'est pour les enfants, et ce que je proposais, c'était plutôt avec un texte pour les ados adultes. Donc ils ne savaient pas comment le faire, donc ça ne les intéressait pas. Donc l'album que j'avais fait, c'était le Slalom, un album donc de Lapino aux vacances au ski. L'album a été finalement publié à l'association. Et avec ça, j'ai eu le prix du meilleur jeune espoir à Angoulême, prix coup de cœur. Et après, les éditeurs étaient OK pour me publier. Comme quoi, les éditeurs, ils savent ce qu'ils veulent. Mais en même temps, c'est un coup de bol, parce que quand j'étais chez Dargaud proposer ce truc-là, ils m'ont dit, écoute, là, on est en procès avec Uderzo, il veut récupérer Astérix. Si on gagne en appel, eh ben, on aura l'argent pour pouvoir publier Lapino. Donc, Dargaud a gagné en appel. Donc, on a fait Lapino. Et un an après, Dargaud a perdu en cassation. Mais ils ont continué à faire Lapino. Et le fait que je fasse Lapino, ça a fait venir Christophe Blain et David B. Sur les aventures d'Hiram Lowat. C'était un western qu'ils ont fait un petit peu après. Et dans la foulée, Johann Sfar est arrivé pour Le Chat du Rabbin. Alors Le Chat du Rabbin, c'est marrant parce que notre éditeur chez Dargaud s'appelait Guy Vidal, il était vraiment très bon, très bien. Mais quand Johann a proposé le Chat du Rabbin, il a dit écoute Johann, on le fait mais c'est vraiment pour te faire plaisir parce que ça va pas fonctionner. Hein. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait là? Parlez fort hein, si vous me parlez. Oui, on voit bien. Ok, merci. Il faut que je regarde l'heure aussi parce que sinon... Ok, on a encore 40 minutes. Niveau carrière, en fait, je crois que j'ai dû faire dans les entre 150 et 200 bouquins depuis 90. Mais la plupart sont en tant que scénariste. Parce que j'ai toujours voulu être scénariste. Et j'ai toujours eu du mal avec mon dessin. Parce que j'ai fait comme je pouvais. Et petit à petit, il y a tellement eu de gens qui me disaient mais ton dessin il est super, c'est un dessin écriture, moi je rêverais de pouvoir dessiner comme ça. Que j'ai fini par me dire peut-être que j'ai un dessin qui est sympa, mais à ce moment-là je me suis dit bon, je vais essayer de l'améliorer. J'essaie d'arriver à aimer mon dessin. Et pour ça, j'ai commencé vraiment à faire du croquis d'après nature. Quand je suis en voyage, quand je peux, j'hésite pas à rester une heure et demie devant un paysage et à dessiner. Alors, j'arrive pas à dessiner les êtres humains, mais les paysages, c'est bien. Pas parce qu'ils bougent pas, mais c'est que je crois que j'ai un problème avec les êtres humains. Même quand j'ai fait des bandes dessinées un petit peu pas animalières, comme les coquelicots d'Irak, qui raconte la vie de ma femme Brigitte, qui est née à Mossoul et qui a passé ses 13 premières années en Irak. J'ai fait des personnages genre comme ça, très simple. Hop, hop, hop. C'est-à-dire que voilà, il n'y a même pas de doigts, c'est juste des moignons. Je pense qu'à l'époque, les gens avaient des moignons. Par
pareil pour les jeunes auteurs, je conseille vraiment beaucoup le dessin d'après nature, le croquis. Prenez un carnet, un petit carnet avec une couverture dure, comme ça vous pouvez travailler sur les genoux. Et dessinez les petites choses que vous avez déjà devant vous. Un verre, une tasse, une fourchette, un pot. Et puis petit à petit, prenez un carnet plus grand, faites une chaise, une table, etc., jusqu'à pouvoir faire un paysage. Le pot, les petits objets, c'est simple parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir au cadrage. Le plus difficile, je pense que c'est quand on est en ville ou n'importe où, c'est de trouver le bon cadrage. Et une fois qu'on a le bon cadrage, trouver un endroit où s'asseoir immédiatement là où on est. Et ça, c'est très rare. Donc généralement, on se retrouve debout à dessiner en ayant mal aux jambes, au dos. On souffre, mais on est content. Alors l'histoire, vous avez vu l'histoire où on en est? Donc j'étais en dédicace. C'est pour vous, oui, c'est pour Lila. Donc Punk, je sais pas pourquoi, je me retourne. Vous n'avez pas une tête à vous appeler Lila? Ah bon? J'ai une tête à m'appeler comment? Puis là, je sais pas ce qui se passe, mais je réfléchis pas spécialement, je me dis quelle tête elle peut avoir, une tête à quoi? Et je dis Sophie. Et là, elle est un peu figée, elle me regarde comme ça, et elle me dit Sophie, c'est mon vrai prénom, mais personne ne l'utilise jamais. Et après, elle part, elle me regarde comme ça, elle part en me fixant, puis moi je lui fais... Mais en fait, j'étais aussi décontenancé qu'elle, mais je faisais le mec qui avait un super pouvoir. J'aime bien faire croire que j'ai des super pouvoirs, j'aime bien faire croire des choses comme ça. Une fois, j'avais des polypes dans le nez, c'était super intéressant, mais bon, j'avais des polypes dans le nez. Et j'allais au bloc opératoire, donc j'étais allongé sur le billard, avec les roulettes, puis je vois qu'on passe quasiment à l'entrée de l'hôpital, il y avait une salle d'attente avec plein de gens qui attendaient, assis ou debout. Et moi j'étais allongé, je me dis qu'est-ce que je fais? Je reste allongé, je fais le mec qui est pas endormi, qui regarde un peu comme ça. Et après je me dis non, je vais faire le mec mort. Je me suis mis comme ça, les yeux ouverts, la bouche ouverte. Donc je pense que c'était super, mais je pouvais pas voir la réaction des autres. C'est le seul truc un peu dommage. Mais je me suis dit bon, la blague est bonne. J'ai plein d'opérations dans ma vie, des trucs très intéressants. Donc les polypes, c'était un truc. J'ai eu aussi un truc qui s'appelle la maladie du chauffeur de taxi. Et c'est un kyste sacrococygien. Qui connaît le kyste sacrococygien? Personne? Non, allez. En fait, c'est un truc, les chauffeurs de taxi ont ça souvent, mais les dessinateurs aussi, parce que Johannes Farr m'a dit qu'il avait eu ce truc-là. En fait, c'est une espèce de boule de poils qui pousse à l'envers au niveau de l'arrêt du cul, au-dessus de l'anus. Alors, plus haut au-dessus de l'anus, mieux c'est, parce que quand on opère, après, sinon c'est embêtant. Et alors tout ça n'a rien à voir avec la science-fiction, le dessin, mais bon, j'aime bien raconter ce genre de choses. Et donc on opère, on odore et tout ça. Et le mec dit, le chirurgien dit à l'avance, alors il y a deux solutions après, soit on recoue, et en moins d'une semaine, après on peut enlever les fils et c'est bon, mais ça peut se rouvrir, si vous vous asseyez brusquement ou n'importe quoi, ça peut se rouvrir et faire tout recommencer. Ou alors, on met une mèche, et il y a un infirmier ou une infirmière qui vient tous les jours chez vous, changer la mèche, regarder vos fesses, et puis mettre une nouvelle mèche. Et petit à petit, la nature est bien faite, ça va combler le vide. Donc j'avais le choix entre une solution ou une autre, les deux n'étaient pas terribles. Donc j'ai choisi l'observation de montrer mes fesses à un infirmier tous les jours. Je me suis dit comme ça va pas recommencer. Parlons dessin, parlons bande dessinée. Regardez par exemple là,
C'est un truc super avec la bande dessinée, c'est qu'on peut faire des choses uniquement en bande dessinée, on ne peut pas les faire autrement. Là, ce truc-là, mettre d'un seul coup des lettres derrière le personnage, qui essaie de visualiser, ben on ne peut pas le faire en littérature. On ne peut pas le faire à la radio. Alors vous allez me dire, on peut le faire en dessin animé. Oui, d'accord, on peut le faire un peu en dessin animé. Mais j'aime bien utiliser un petit peu des trucs spécifiques à la bande dessinée quand je fais de la bande dessinée. J'aime pas quand c'est juste du storyboard. C'est souvent le problème que j'ai avec la bande dessinée réaliste, c'est que pour moi, bah, c'est du storyboard pour faire du téléfilm ou du film. Et ça m'embête. J'aime bien qu'on utilise vraiment la bande dessinée avec tous ces moyens techniques. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, je vais continuer à vous parler de mes opérations. Ça vous apprendra. Non. Comment vous choisissez quelle bande faire sur les petits riens? Comment je choisis quoi? Quel sujet faire sur les petits riens? Alors, quel sujet faire sur les petits riens? Donc les petits riens, c'est des... Il y a 8 albums qui existent actuellement. Chaque album fait dans les 120 pages, donc je dois être à 800... Non, 1000 pages au moins. Et c'est, comme je disais, c'est quelque chose que je vois, que je pense ou que j'entends. Mais que je note rapidement, parce que sinon j'oublie. Je pense qu'on est tous à avoir ce genre de petites choses dans la vie, où il y a un petit truc un peu intéressant, différent, qui change de l'habitude, mais on l'oublie, on le note pas. Et pourtant, c'est ce qui fait un peu le sel de la vie, je trouve, c'est ces petites choses non usuelles. Là, j'ai pris un carnet, je peux pas vous montrer d'autres choses, parce qu'il y a quoi? Ah bah ouais, je peux vous montrer ça. C'est pas prévu, mais bon. C'est un truc que j'ai fait il y a une petite année. Est-ce que vous pouvez le lire ou pas? Oui. Ok, bah je vous laisse lire alors. Donc Patrick Jussaume est un auteur de bande dessinée qui avait fait Tramp. Et il habitait Montpellier aussi, c'est pour ça que je le connaissais. Donc c'est de la science-fiction, j'en reçois un mail de Patrick Jussaume, voilà, donc c'est bonne thématique. Donc en fait voilà, il s'était fait pirater sans doute sa boîte mail. Et il y a une question éthique derrière, effectivement, est-ce que je peux passer quelqu'un de mort en indésirable? Ben, je l'ai fait. Mais ça me gênait par rapport à Patrick. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui me... En fait, j'aime bien me moquer de moi, généralement. C'est surtout des trucs que je pense qui sont idiots, que je fais qui sont idiots. Et le but, c'est justement de ne pas se moquer des autres, se moquer de soi-même. C'est le danger de la bande dessinée autobiographique, c'est de se valoriser en mettant en défaut les autres. Moi, c'est pas ce que je fais. Voici, je le fais juste avec Johann Sfar. Parce que Johann Sfar, il dit des bêtises des fois et il mérite bien que je me moque. Est-ce que c'est possible de plus centrer la caméra? Ouais, voilà. Une fois, je m'étais moqué de ma femme et puis elle n'a pas bien pris. Question là. Une question, oui? Pourquoi vous dessinez tout le temps des oiseaux? Alors, c'est pas tout le temps des oiseaux, je dessine aussi des lapins, des chiens, des chats. Et si je dessine animalier, c'est parce que c'est plus facile à faire. En fait, c'est un système qui, pour moi, est plutôt efficace. Quand j'étais petit, je lisais des bandes dessinées de Karl Barks, de Gottfried Fredson, des histoires de Mickey, Donald, Picsou des années 30, 40, 50. Et je pense que c'était resté un petit peu dans un coin de ma tête. Sauf que, en tant qu'adulte, j'aurais aimé pouvoir lire encore des histoires de Disney, mais plus pour mon âge, sauf que ça n'existait pas. Et c'est sans doute pour ça que je fais ce genre de choses, c'est pour faire des histoires pour des gens qui aimaient du Disney quand ils étaient jeunes, peut-être. Mais quand je fais des histoires, généralement, je fais en sorte que ça puisse être... qu'il y ait deux niveaux de lecture, un pour les gamins, un pour les adultes.
parce que déjà, j'aime pas les albums Kleenex, j'aime pas les albums qui se lisent et qui, après une fois lus, on a lu l'histoire, on sait que le méchant c'est un tel, ou que le gentil a gagné. Ouais, d'accord. Moi, j'aime bien improviser, j'aime bien que sur ma structure, il y a beaucoup de gras, beaucoup d'aléas, beaucoup de voyages à gauche, à droite, qui fait que quand on a fini l'histoire, ok, le gentil a souvent gagné, effectivement, mais il y a plein d'autres choses qui fait qu'on a oublié et qui fait que c'est toujours agréable de relire. Justement, est-ce que vous avez une approche différente quand vous faites de la BD jeunesse? J'ai une approche très différente, j'ai une approche assez simple, je me dis, les jeunes, les enfants ne sont pas des imbéciles. Les enfants, ils n'ont pas envie qu'on leur donne des albums pré-mâchés avec des concepts gentillets, du genre il faut faire le bien autour de soi et se coucher tôt et se brosser les dents. Quand on était gamin, on se souvient tous quand on était gamin, on aimait bien aller dans la bibliothèque des parents et puis piocher des trucs et puis lire des trucs qu'on ne comprenait pas et puis les relire et les relire encore jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est comme ça qu'on grandit. Donc quand je fais des albums pour enfants, je ne les prends pas pour des imbéciles et j'essaye de m'adresser à eux comme à des êtres humains en devenir, mais pas des trucs de bébé. Alors c'est bien, on a encore 25 minutes, j'ai presque fini ma BD. Alors la raison pour laquelle je fais une page de bande dessinée devant vous plutôt que de juste parler, c'est que je ne perds pas mon temps, comme ça je fais une page. Et sinon, le Kiss Pinonida, il n'est pas revenu. Et le Kiss Saccococygien n'est pas revenu. Donc vous tous qui peut-être un jour allez avoir un kyste Saccococygien, utilisez le système de la mèche. C'est bien, c'est important. Je me posais une question. Quel est votre sentiment par rapport à votre BD Ralph Azam en fait? Comment vous l'avez ressenti? Pourquoi vous l'avez fait? Ce genre de choses. Alors Ralph Azam, c'est une série de fantasy. Avant, avec Johan Sfar, on a fait une série qui s'appelle Donjon, qui est une série de fantasy aussi. On a fait 36 albums. Et à un moment, Johan, il a commencé à faire du cinéma. Il est parti faire Gainsbourg, Vie héroïque, par exemple. Et il n'avait plus le temps de faire du scénario avec moi, donc il m'a dit on arrête Donjon pour l'instant. J'ai dit on peut pas continuer, je peux pas continuer moi de mon côté. Il me dit non, c'est à deux, c'est une voix à deux, donc hors de question. Je dis ok, pas de problème. Et puis 2-3 ans après, je vois qu'il sort une BD qui s'appelle L'Ancien Temps, et qui est une BD d'Heroic Fantasy, et qu'il a fait tout seul. Et je me suis dit, merde, il veut pas faire Donjon, il fait d'Heroic Fantasy tout seul. J'étais un peu vexé. Et je me suis dit, moi aussi, j'aime beaucoup l'Heroic Fantasy, je vais en faire tout seul. Donc, j'ai pris une page, et je me dis, je vais commencer par une grande case, avec un personnage qui se bat contre un monstre, et quelqu'un qui les regarde tous les deux. Et en fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et quand j'ai fini l'album, c'est un album que j'ai fait, c'est l'album le plus rapide que j'ai pu faire, je pense, dans ce format-là. J'ai dû le faire en 2 mois. Et à la fin de l'album, j'avais en tête la structure des 7 albums de la première époque. Et je me suis retrouvé à la fin de la première époque à me dire ok, là maintenant le personnage il a pris le pouvoir, comme dans tous les films où le gentil gagne à la fin. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire que les films où à la fin le gentil embrasse l'héroïne et puis font du enchaîné, etc., c'est la fin. Ok, mais la vraie vie, il faut quand même gérer le couple. C'est pas que ça. C'est compliqué pour ceux qui vivent en couple, vous savez que c'est compliqué. C'est super aussi, hein, mais bon. Et c'est pareil pour quand on a le pouvoir, quelqu'un qui hérite du trône, c'est pas juste c'est super, maintenant je suis le roi et je fais ce que je veux, c'est très très compliqué.
mon objectif, c'était de montrer comment faire pour résister à la corruption du pouvoir, comment résister au fait de pouvoir utiliser son petit pouvoir. Déjà, quand il y a plein de petits chefs partout dans l'administration en France et à travers le monde qui utilisent leur petit pouvoir pour vous faire lanterner, pour faire n'importe quoi, je me dis, quand on est le roi, c'est encore plus complexe. Donc, et je me suis aperçu en fait que dans la plupart de mes BD, j'ai un problème avec le pouvoir, j'ai un problème avec l'autorité. Peut-être un problème avec mes parents, mais je pense pas tant que ça. Parce que mes parents en fait étaient libraires. Donc si je fais de la bande dessinée, c'est un peu pour un peu une espèce de lien avec eux. Donc voilà, j'ai toujours eu un rapport. Il y a beaucoup de maires de villes dans mes BD qui sont pas sympas. Et donc j'ai un souci avec ça. D'ailleurs, à propos de mes parents, mon père espérait vraiment que je reprenne la librairie quand il partirait à la retraite. Donc quand je faisais mes études, il était là un petit peu à tâter le terrain, savoir si j'allais réussir ou pas. J'ai fait des études de graphisme publicitaire pour les rassurer un petit peu. Et il a compris assez vite que la bande dessinée ça pouvait fonctionner, qu'il allait pas me liguer la librairie. Et en fait, on a fait une espèce d'acte psychomagique, comme dirait Jodorowsky. C'est-à-dire que un mois avant qu'il ferme sa librairie, enfin qu'il la revende à quelqu'un, je suis venu dédicacer dans sa boutique. Donc ça lui fait très plaisir, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, c'est une petite touche larme à l'œil. Ah non, dans le genre touche larme à l'œil, il y a un truc encore plus rigolo. C'est un jour, on me téléphone et on me dit bonjour, je suis. Alors qu'est-ce qu'il avait dit? Bonjour, je suis monsieur le préfet de l'Hérault. J'ai entendu dire que vous faisiez des bandes dessinées un petit peu olé olé, puis après je me suis entendu. Et non, c'est Riyad. C'est Riyad Satouf qui m'appelait, qui me faisait une blague. Puis ouais, Riyad, super blague, très intéressant. 2 semaines après, coup de téléphone. Bonjour, je suis Bernard Donodieu de Vabre, ministre de la Culture. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de recevoir l'insigne c'était Chevalier des Arts et Lettres. Je fais bon, Riyad, ça suffit. Je fais non, je suis vraiment le ministre de la Culture. Je fais ah bon? Et il fait oui. Je fais, et puis là, je me décompose un peu. Donc c'était vraiment le ministre de la Culture. Donc attends, je finis l'histoire, puis après t'as la question. Parce qu'elle est très bien l'histoire. Donc j'accepte d'avoir le truc, la médaille, pas pour moi, mais pour mes parents, parce que je me dis, ça va leur faire plaisir. Ils vont se dire, ouais, ok, on a eu raison de le laisser faire de la bande dessinée, malgré le fait que ce ne soit pas un métier super facile, super évident. Donc j'appelle mon père, puis je lui dis hey, tu sais quoi, il y a le ministre de la Culture qui m'a appelé et je vais être chevalier des Arts et Lettres. Il me fait oui, très bien, comment on voit les enfants? Et là dans ma tête je me dis oh merde, je vais aller à Paris pour rien pour recevoir une médaille. Et 3 mois après, il y a mon père qui vient à la maison et qui m'amène une petite boîte et qui me dit j'étais au musée de la Monnaie et je t'ai acheté la médaille parce que je sais pas si ils te l'ont donné, la médaille du chevalier des Arts et Lettres, et puis la petite épinglette qu'on met sur la veste. Je trouvais ça super gentil. Mon père habite Fontainebleau, donc il a fallu qu'il se déplace à Paris pour ça. Et il me dit ouais, parce que quand tu me l'as dit au téléphone, en fait, je venais d'apprendre que je devais avoir un double pontage. Et je pensais un peu à ça, donc j'ai pas tout à fait réalisé ce que tu me disais. Et là je me suis dit, ah d'accord, j'ai compris. Il y avait une question. Oui, c'est sur la droite. C'est juste pour savoir, je suis curieux, je suis un peu intéressé dans la BD en général. Donc est-ce que vous avez une bonne BD à proposer qui parle de vous? Une bonne BD qui n'est pas de moi?
Non, il y en a plein. Je dis pas que je fais de la crotte, mais heureusement, il y a plein d'auteurs qui font des choses super. Le souci, c'est que je te connais pas, je sais pas ce que tu aimes. Donc, et généralement, ce qui est bien en France, c'est qu'on a plein de librairies spécialisées et qui savent faire en sorte d'orienter les lecteurs vers des bonnes lectures. Donc, moi, j'ai un problème, c'est que je vieillis. Je sais pas si vous vieillissez, mais moi, je vieillis. Et plus je vieillis, plus je suis difficile dans mes goûts. Et je me retrouve à apprécier, vraiment, prendre du plaisir, peut-être sur un album par an ou 2 albums par an, ce qui est vraiment pas beaucoup. Par rapport à la production, on est à quoi? On est à 5500 titres, je crois, par année. Donc, qu'est-ce qui m'a vraiment fait plaisir comme lecture? Un album comme Zai 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 Zai, par exemple, de Fab Caro, pour moi, c'était une super bonne surprise parce que je le suivais depuis super longtemps et j'ai trouvé qu'il avait un graphisme tout pourri aussi, mais une super tonalité, un truc absurde qui m'a vraiment fait bouffer plein de fois, ce qui arrive assez rarement. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est comment dire, le fait que ça a eu un tel succès, ce bouquin, parce que c'est pas du tout un humour français, c'est pas un humour franchouillard, gaulois, la gaudriole, etc. C'est un humour très anglo-saxon, basé sur le non-sens, quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans notre culture. Moi, les Monty Python, par exemple, je les ai découverts au cinéma très tardivement, dans les années 80. J'ai vu Sacré Graal comme ça et c'était une vraie découverte. Alors que ce qui nous passait venant de Grande-Bretagne, c'était Benny Hill à la télé. Je crois qu'un peu après, ils ont commencé à passer un peu de Monty Python à la télé, mais non, on avait Benny Hill pendant 10 ans, ce qui est pas de la meilleure qualité anglo-saxonne. Si vous voulez chercher sur internet, il y a une photo de Benny Hill et de Donald Trump ensemble. Ça existe. Une question? C'était pour savoir si vous pouviez nous parler un peu de votre rapport à l'association, enfin l'éditeur, et qu'est-ce que ça avait pu vous apporter, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une structure éditoriale montée par 6 auteurs en 1990. Le livre le plus connu qu'on ait publié, c'est Persepolis de Marjane Satrapi. Il y a aussi Pyongyang et Shenzhen de Guy Delisle. On a fonctionné vraiment au début c'est-à-dire qu'on utilisait la voiture des parents de Stanislas pour aller démarcher en librairie, montrer les bouquins, les livres. En fait, c'est pas du dépôt, c'était des ventes fermes. C'est-à-dire que normalement, un livre, quand on le donne dans les librairies, il l'a en stock et puis s'il ne le vend pas, il le rend. Nous, on avait un système où il l'achetait et il ne le rendait jamais. Donc c'était un petit peu difficile, mais malgré tout, certains ont fait l'essai, ça se vendait et petit à petit, les libraires nous ont fait confiance sur tout ça. Et on a fini même par avoir un diffuseur, etc. et finir par avoir des systèmes de retour. Mais au début, c'était vraiment nous qui faisions tout, quoi. C'était intéressant, mais c'était pas vraiment notre travail d'auteur. Mais c'était chouette, c'était une belle époque. En parallèle, on était en atelier on s'est retrouvé en atelier. Au début, j'étais avec Thierry Robin, avec Laurent Vicomte à Paris, puis après ils sont partis et j'ai fait venir autour de moi des gens que je connaissais. Donc il y a eu Stanislas qui est venu un moment, il y a eu Christophe Blain, il y a eu Émile Bravo, David B. À un moment, il y a un jeune qui vient de Nice avec ses carnets, c'est Johan, qui nous a montré ses trucs. On était ébahis devant tout ce qu'il faisait, dans ce côté prolixe. Et donc il était content qu'on aime, et puis après il nous dit et je peux m'installer là? Bon, on lui a mis une table au milieu, puis il est resté. Donc c'était une époque en fait très, très bien, mais c'était pas non plus on faisait pas les fous dans l'atelier, hein. On bossait, il y a plein de gens qui passaient, qui venaient nous voir, et on était tous en train de travailler, c'était pas genre
la musique à fond, et à fumer des pétards. Donc il y avait ces deux trucs en parallèle, l'association et l'atelier. Et moi avant, je faisais un fanzine tout seul. Menu faisait un fanzine avec Stanislas et Matt Conture. Kilofer faisait un fanzine avec Jean-Yves Duhaut. On était tous déjà un petit peu éditeurs et le fait de se rassembler, on avait tous des qualités qui étaient cumulatives. On avait tous des idées différentes les uns des autres, mais on avait le respect les uns des autres par rapport à ce qu'on faisait, ce qu'on voulait publier. Et c'était très démocratique, c'est-à-dire que pour les projets, on levait la main, s'il y avait moins de 4 qui étaient pour le faire, on ne le faisait pas. Et puis après, on vieillit, puis ça se passe plus mal. Mais c'est pas grave. J'ai quand même des bons souvenirs. Faut pas... Donc quand je dis ça se passe plus mal, c'est que simplement, il y a eu des tiraillements. Jean-Christophe Menu a toujours voulu être l'éditeur de l'association, et de fait, c'était lui qui était salarié à plein temps pour faire les maquettes, pour faire plein de choses, répondre au téléphone. Après, on a eu des salariés aussi. Et donc le fait qu'on intervienne de temps en temps pour lui dire ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas à l'association, ce qui se passait, ce qui se passait pas, lui ça lui plaisait pas parce que comme lui il était là tous les jours, le fait qu'on vienne ramener notre science, ça lui déplaisait. Et plusieurs fois il nous a dit le comité de rédaction on le fait plus, c'est moi qui décide tout seul. Puis on lui a dit mais attends, ça s'appelle l'association, ça s'appelle Jean-Christophe Menu, donc tu peux pas faire ça. Et puis jusqu'au jour où il a dit une fois de trop, et puis on en avait marre, ça devait être en 2005-2006. Et on l'a dit, écoute, vas-y, fais l'association tout seul. Donc on est parti. Et il a fait l'association tout seul pendant 5 ans. Il a fait des livres. En fait, il y avait une espèce de dichotomie entre nous. C'est que lui, il voulait être toujours plus radical, toujours plus avant-gardiste. Et moi je lui disais, mais non, si tu m'as fait venir à l'association au début, c'était pas pour faire des trucs aussi radicaux que ça. Tu m'aurais dit, on fait des trucs aussi pointus, je serais pas venu faire l'association. Pour moi, l'association, c'est à la fois des trucs pointus, mais aussi des trucs grand public. Et lui, il voulait se radicaliser, tant et si bien qu'à un moment, il a refusé un livre de Guy Delisle qui était Chronique Birman, parce qu'il disait, c'est un livre où c'est encore le personnage qui se promène dans un pays étranger, puis qui donne son point de vue, donc je ne vais pas faire ce livre-là. Et je lui ai dit, mais attends, c'est absurde, Guy Delisle, on le suit depuis le début, c'est notre deuxième meilleure vente après Marjane Satrapi, et son livre, il est bien, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il ne voulait pas le faire. Bon, il ne l'a pas fait, moi je l'ai récupéré, je l'ai fait chez Shampoing, chez Delcourt, et puis voilà. Donc lui, il a fait des bouquins de plus en plus radicaux, pendant 5 ans, les caisses se sont un peu vidées, il espérait que Marjane Satrapi lui refasse encore un livre, mais elle n'en a jamais fait. Donc à un moment, il a dit, il va falloir virer des salariés. Les salariés n'étaient pas contents. Ils ont fait grève à Angoulême, donc le stand était fermé pendant les 4 jours. Ça a fait un sacré tollé. Les salariés nous ont appelés, nous les anciens fondateurs, pour revenir, pour faire une assemblée générale, parce que c'est une vraie association, c'est pas une société. Donc on a fait une assemblée générale, et on a renversé le pouvoir. On a fait en sorte que les 7 fondateurs reviennent, enfin les 6 fondateurs reviennent, dont Jean-Christophe. Jean-Christophe est resté 2 jours et il a dit non, je ne veux pas travailler avec vous. Et donc depuis, moi je me suis réinvesti à l'association, c'est pour ça que la Pinot c'est l'association, les Coquelicots d'Irak sont l'association, etc. Et voilà, mais quand je vois Menu, on se fait la bise, je pense qu'il est content quand même qu'on ait réussi à faire perdurer la structure. C'est pas très rigolo tout ça, hein, mais c'est la question qui n'appelait pas beaucoup d'humour. Je suis désolé. Une autre question ? Oui, moi j'en avais une. On s'était vu au moment de la mort de Lapinot. Oui. Et tu avais dit que jamais Lapinot ne reviendrait. Oui. Et il est revenu pour un monde un peu meilleur. Non, j'ai pas dit qu'il ne reviendrait jamais. J'ai dit que tant qu'il est mort, il ne reviendra pas. Ah non, il n'y avait aucun moyen de le faire revenir. Et alors, moi je suis un grand fan de Lapinot, de Donjon, de plein de choses que tu fais, d'approximativement. Et du coup, j'étais déçu pour ce nouvel album de Lapinot que j'ai trouvé un petit peu en dessous des autres. J'étais un petit peu déçu. Donc, pourquoi le faire revenir ? Voilà. Je suis désolé de vous avoir déçu déjà.
Pourquoi le faire revenir? Parce que j'avais envie de parler de la société actuelle, de certains trucs qui me tarabuscotaient. Et j'avais pas... Je me disais pourquoi inventer des nouveaux personnages, d'un côté. Et d'un autre côté, je voyais qu'il y avait beaucoup de reprises qui se faisaient, que ce soit Lucky Luke, que ce soit Black et Mortimer, Spirou. Et je me disais, tiens, le jour où je vais mourir, comment les gens vont faire pour reprendre Lapino, parce que il est mort. Et juste le fait de me dire ça, je me suis dit, mais comment moi je ferais si je devais le faire? Et puis moi je me suis dit, c'est tout bête, de toute façon Lapino il a fait... il a été Spirou lui-même, il a été en KPDP, il a été en western, il a vécu dans plein d'univers parallèles. Il suffit de faire Lapino qui est dans un univers parallèle où il n'est pas mort. Et puis c'est tout. Et puis là je me suis dit, oui, faisons-le. Et parlons de la société. Le seul truc qui me dérangeait par rapport à l'univers de Lapino, c'était que Lapino, en fait, je l'ai créé vraiment pour les albums de chez Dargaud dans les années 95 environ. Et un album sur deux, c'était un album de la vie quotidienne de Lapino. Et j'ai fait ça jusqu'en 2005-2006, donc environ pendant 10 ans. Sauf que, en temps réel, les aventures de Lapino dans la vie réelle, ça dure à peu près 3 ans. Donc je me retrouvais avec un univers de Lapino entre 95 et 98, qui était un peu figé. Et alors qu'il y a eu un bouleversement énorme dans la société, qui est l'ordinateur personnel, qui sont les réseaux sociaux, etc. Et donc, d'un seul coup, il a fallu que j'upgrade l'univers de Lapino vers, il faut qu'il ait un téléphone portable, il faut qu'il y ait tout ça, quoi. Donc, je comprends que ça peut être décevant, parce qu'effectivement, quand on reprend un personnage qu'on a aimé, qu'on lit de nouvelles aventures, c'est normal que ce soit différent. Moi, j'ai 53 ans maintenant. J'ai pas 35 ans. 35 ans, il y a des trucs complètement absurdes que j'ai pu faire. Par exemple, une aventure de Lapino qui est Mildiou, où c'est Lapino qui... En fait, c'est comme la fin d'un film de KPDP, où t'as le gentil qui se bat contre le méchant à l'épée, il le tue, ok. Donc c'est le méchant qui tue le gentil, ok. Donc ça, c'est les premières pages. Et puis le méchant, il est là, alors quelqu'un d'autre ose me défier, il y a quelqu'un qui pousse Lapino, il fait... Et puis Lapino fait là, il est rentré dans le rang, puis l'autre, toi tu veux me défier? Non, moi je veux pas te défier du tout. Là, tu veux te défier? Alors, il prend son épée, il commence à taper, l'autre il se défend, et en fait, tout l'album ils se battent. Donc c'est très bête. Je pense qu'à 53 ans, je le ferai plus cet album-là, parce que je me dis peut-être que j'ai mieux à faire, et j'ai un regard sur la société qui est différent. Je crois que c'est ça qui a peut-être pu vous décevoir, c'est que je deviens plus Lapino que je n'étais Richard. Vous voyez ce que je veux dire? Richard, c'est l'ami de Lapino qui est très, très bête, très premier degré, sans filtre. Ce que je peux être, ce que j'ai été. Et Lapino, c'est le côté très moralisateur, ce que je suis aussi. Et je pense qu'en vieillissant, je deviens plus moralisateur. C'est peut-être ça qui est décevant, et je vous prie de m'en excuser. Alors moi j'avais 2 questions. La première très rapide, je voulais savoir si vous aviez prévu quelques dédicaces à la fin de la conférence. Non. D'accord. Et la seconde, vous m'avez devancé, j'aurais voulu savoir si justement Richard s'est inspiré d'un personnage réel. Voilà. Si vous avez répondu. C'est un personnage réel. C'est moi. Mais ma femme est très... et pas très cliente de moi en Richard. Elle est mieux quand je suis plus posé. Mais j'aime bien dire des bêtises, faire des bêtises. Ça me dérange pas. Je suis quelqu'un à la base de très très timide. Et à un moment, j'étais très complexé. Puis à un moment, je me suis dit, j'en ai rien à faire, quoi. On peut vivre et on peut s'amuser. Donc, je me suis déjà retrouvé effectivement à Angoulême, torse nu sur une table, à secouer une bouteille de champagne. Sans avoir honte. Mais après la question de la gestion des personnages, je suis pas du genre à... Je suis observateur, mais je suis pas du genre à prendre quelqu'un dans la vie et à le transposer dans mes bandes dessinées pour en faire un personnage. Je pense que je suis suffisamment schizophrénique pour avoir plein de personnages en moi et pour pouvoir les faire jouer. La bande dessinée, c'est un métier qui est très très difficile parce que
on est penché sur sa table de travail toute la journée, toute la semaine, toute la vie. On parle assez peu aux autres. Et il faut savoir dessiner, il faut savoir mettre en scène, il faut savoir faire des décors, il faut savoir faire des éclairages, il faut savoir être acteur, il faut savoir faire des dialogues. C'est très 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 compliqué. Et je ne sais pas pourquoi je disais ça d'ailleurs, mais pour me valoriser, je pense que c'est pour ça que je disais ça. Et moi j'y arrive très bien. Voilà. Bonjour, moi alors j'ai une question concernant en fait la diffusion davantage sur l'édition de la bande dessinée. Vous parliez de diffuseur tout à l'heure, je voulais savoir quelle serait vraiment la différence entre un éditeur et un diffuseur. Et c'est vrai qu'il y a énormément de bandes dessinées et il y en a qui sont quand même bien plus visibles que d'autres. Je voulais savoir qu'est-ce qu'allait faire vraiment la différence, si c'est avoir un bon diffuseur, un éditeur connu pour être présent sur le marché, ou qu'est-ce qui va faire la différence par exemple quand on commence, avoir plus de visibilité un peu à ce niveau-là. Un gros éditeur va pas... Déjà je voudrais vous dire qu'il est 21h, donc normalement je m'arrête, c'était la dernière question, je suis désolé. Et le diffuseur c'est celui qui va aller en librairie, montrer les bouquins et essayer de les vendre aux libraires. Le reproche qu'on peut faire souvent aux éditeurs, c'est que ce sont... On dit beaucoup sont des publieurs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas un travail d'éditeur, ils ne font pas un suivi éditorial, ils ne vont pas voir l'auteur en regardant exactement ce qu'il fait, en le faisant retravailler ce qu'il faut retravailler. Donc ça c'est peut-être ce qui est dommage. Mais pour un jeune auteur, il n'y a pas 36 solutions déjà, et si on trouve un éditeur, on est content. Un éditeur qui suit le projet sans le vampiriser, c'est bien, parce que moi je suis éditeur, mais je fais très attention surtout à ne pas dire à la personne de faire ce que j'aurais fait à sa place. J'essaie vraiment de voir la psychologie de la personne, de me dire qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire. Donc là, je peux l'aider à ce niveau-là. Mais après, il y a beaucoup d'éditeurs qui publient des livres, et si ça commence un petit peu à fonctionner, là, ils vont faire du marketing, ils vont faire fonctionner les gens de la com. Mais sinon, moi, il y a plein de bouquins que j'ai publiés chez Shampoing qui se sont vendus à entre 300 et 800 exemplaires. Donc quand tu as un auteur qui a passé un nom dessus, bah, c'est très décevant. Mais en même temps, même s'il y a des bons albums, c'est pas parce qu'il y a un bon album qui va forcément être bien publié, être bien vendu. Des types comme Blush se vendent assez peu. Un mec comme Moebius vendait peu par rapport à l'aura qu'il a pu avoir. Voilà, je crois que c'est l'heure que j'aille dîner. Et vous aussi peut-être, sauf si vous voulez voir. Je crois que c'est quoi? C'est Mario Montagne après? Eh ben, merci à vous.